Ce matin, on va attaquer l'examen et la validation du programme national d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle. On doit ajouter de protection sociale, d'équité genre. Bon, c'est ça. Bon, maintenant, ils vont nous successivement présenter le document. Bon, vraiment, il faut qu'on travaille efficace. Ce document, j'ai été témoin que vous l'avez partagé, repartagé. Aujourd'hui, il s'agit de validation. Ce document, moi-même, j'étais témoin, je vous l'ai soumis page par page. Je vous l'ai soumis. Quand vous avez beaucoup parlé, j'ai dit, bon, nous sommes au Sénégal, d'accord, j'ai entendu, mais maintenant, chapitre par chapitre, page par page, et je vous l'ai soumis, vous avez fait par tac change, vous m'avez envoyé, j'ai pris, j'ai consolidé, j'ai reconsolidé, je vous ai renvoyé. On peut dire que même en août, c'était déjà validé. Mais ce qui vous manquait, j'avais dit que j'ai pas beaucoup senti que vous avez suffisamment impliqué l'autre niveau, à partir du secrétaire général, ministre, primature, voilà. Il fallait leur montrer le document pour qu'ils le regardent, ils regardent ça avec l'œil du politique, pour voir est-ce qu'il y a des choses, c'est faisable, c'est vraisemblable, etc. Bon, on vous a fait la pression jusqu'à ce que vous avez eu une réunion au niveau des secrétaires généraux. Voilà, donc ici, il ne faut pas plus venir nous poser des problèmes du genre, ça va nous demander un mois de réflexion encore pour prendre en compte votre préoccupation. Donc, qu'est-ce qui a manqué? Vous vérifiez, est-ce que ce que vous aviez dit, c'est toujours là-dedans, etc. Il s'agit de ça, vraiment, parce que vous avez amendé, fait, amené dans des ateliers, entre vous, revenir, il ne faut plus nous ramener dans un débat du début. Genre modification des objectifs, genre modification des résultats, voilà, genre vraiment changement fondamental. Parce que ça va demander un débat et puis ça va continuer encore le débat. Or, le Sénégal est l'avant-dernier pays. Vous aviez démarré en même temps que tout le monde a déjà validé techniquement son PNIASAN, l'a déjà adopté en Conseil des ministres. Un certain nombre de pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, ont fait même déjà des business meetings pour la mobilisation des ressources pour le plan. Je ne vous cache pas, Côte d'Ivoire a déjà mobilisé 4 000 milliards de francs CFA sur son PNIASAN. Donc vraiment, plus de débats à n'en plus finir. Or, nous sommes dans le pays où on devait aller le plus vite, parce qu'il y a le Sénégal émergent qui cadre. Vous avez fait des politiques sectorielles pour organiser votre contribution à la mise en œuvre de ça. Vous avez un dispositif de concertation multi-acteurs qui fonctionne, le comité pays. Vous avez le GDSP, etc. Tout ça, c'est des bonnes pratiques. Donc, vous aviez tout ce qu'il vous faut pour aller assez vite. Mais vous êtes là à traîner, revenir, retourner, etc., etc. C'est le moment d'en finir avec cette validation de PNIASAN. Beaucoup d'autres choses, corrigez-les au fur et à mesure que vous allez développer les projets et les programmes de mise en œuvre. Et vous le savez, depuis le mois de mars, conformément aux orientations de la CEDEAO, tous les pays ont fait des programmes mobilisés. Ils ont dit, bon, programme agro-silvopastoral et halieutique, mais maintenant, dans la mise en œuvre, quel est le programme mobilisateur qui montre que l'élevage, voilà comment il s'organise pour prendre en compte ce qu'on lui a donné comme mandat dans le cadre de la mise en œuvre du PNIASAN. C'est son programme mobilisateur sur le développement de l'élevage et du pastoralisme qui vient regarder tout ce qu'il a fait, tout ce qui est en matière d'élevage dans le PNIASAN, qui s'assure sur le Sénégal émergent, qui montre le dos à sa politique sectorielle, qui dit, voilà, comment je m'organise pour que ce qu'on m'a donné comme mandat dans le PNIASAN, je le mette en œuvre. Et qu'est-ce que j'ai aujourd'hui
que l'État me donne, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui que les partenaires me donnent et qu'est-ce qui me manque. Et ça, on a dit, il faut que le pays organise son business meeting autour, mais parallèlement, la CEDEAO organise un business meeting régional pour compléter ce que les pays font. Vous vous souvenez ici, au mois de juin 2010, on a fait le business meeting régional ici à Dakar. Vous vous souvenez, à ce business meeting, tous les pays ont amené le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, une délégation de 12 personnes. Cette kermesse nous avait permis tout de suite d'avoir 2 milliards de dollars séance tenante et depuis on a augmenté. En tout cas, ça a créé l'environnement qui a remis l'agriculture, l'élevage et le truc sur l'agenda national et régional. Voilà. Donc, la responsabilité première, c'est le pays. Il fait son business meeting, il mobilise les partenaires qu'il a de manière traditionnelle. La CEDEAO complète en mettant d'autres partenaires régionaux. Bon, Sénégal, en général, c'est un pays de coopération internationale très affirmé. Il y a très peu de partenaires qui ne sont pas présents ici. Mais il y a beaucoup de pays, ils n'ont pas la même opportunité. C'est pourquoi il y a le business meeting régional aussi pour compléter. Donc, cette fois-ci, élevage doit avoir un programme mobilisateur. Secteur agro-silvopastoral, secteur agricole, bon, ils ont précace de deuxième génération, mais environnement, pêche et aquaculture, sécurité alimentaire, résilience, protection sociale, tout ce qui est transversal. Et le sixième, la gouvernance du secteur. Avec tout ce que vous avez dit hier, etc. Tout cela, vous l'avez. Il vous reste seulement les programmes mobilisateurs aussi, où vous êtes en retard, pour que juste après la validation du PNIASAN, le pays puisse organiser sa table ronde nationale. Donc vous voyez que vous êtes encore en retard. Vraiment éviter de l'intellectualisme encore à n'en plus finir et aller droit au but. Bon, si vous dites des choses essentielles, il n'y a pas de problème, on les note et il faut les intégrer. Mais vraiment éviter les débats. Je vous le dis, je suis votre frère, mais je suis 25 pays, donc les 15 d'Afrique de l'Ouest et les 10 d'Afrique centrale, mais vous êtes trop intelligent, vous tournez et vous ne finissez pas. Il est temps de finir. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'est moi qui peux vous le dire, je suis votre grand frère et votre compatriote. Donc, nous remercions, je pense qu'on a oublié hier, Diagne était là. Principalement, c'est lui qui vous a accompagné. Nous, en tant qu'EUB, on est venu seulement vous mettre la pression pour vous dire vous êtes en retard, on vous a mis la pression. Quand vous avez manqué de moyens, on a poussé des partenaires pour vous donner les moyens pour finir assez vite. Voilà, parce que ce n'est pas bon que nous, on mobilise tout le monde et chez nous-mêmes, bon, c'est en retard, c'est pas bien pour nous aussi. Donc, vraiment, avançons. Donc, c'est le CRES qui vous a accompagné, qui a la plume. C'est vous qui avez écrit. Le CRES n'était que pour réarranger. C'est vous qui avez écrit votre document. Mais il peut manquer encore des choses par-ci, par-là. Mais évitez-nous le débat vraiment qui nous ramène à 2016-2017. Voilà. Donc, je vais demander, comme M. Dieye est là, il nous fait l'honneur encore d'être nous avec. Je pense qu'il faut venir ici, mais il faut venir là. Si on peut avoir un représentant du secteur privé, un représentant de la société civile, un représentant des PTF, vous êtes les bienvenus à la table pour que je ne sois pas seul. Et Dieye pour nous donner l'honneur que l'État du Sénégal continue à montrer à travers lui son engagement pour ce processus. Ok? Donc, c'est toi qui vas faire la présentation, Ibrahim? Donc, après la présentation d'Ibrahim pour le compte de l'équipe pays, nous allons écouter successivement. Bon, j'ai mis point de vue des réactions pour voir encore est-ce que ça a pris en compte tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, sinon qu'est-ce qui manque, etc. Et puis on va partager. Donc, on va écouter. Je vais commencer à ce moment par la société civile, secteur privé, PTF, et successivement, je donnerai la parole à tous les sous-sectoriels. Préparez-vous. Hein. Je donnerai la parole à l'élevage pour qu'il dise devant monsieur le conseiller qu'il a été impliqué, ce qui est là, c'est conforme à ce qu'il avait dit.
je vais donner la parole à l'environnement, développement durable. Je vais donner la parole à la pêche, économie maritime. Je vais donner la parole à l'agriculture. Je vais donner la parole au commerce. Je vais donner la parole à la nutrition, à la protection sociale, etc. Je vais vous donner la parole pour que vous confirmez devant lui que vous avez été convié, vous avez participé à la rédaction de ce document. C'est conforme à vos points de vue ou bien s'il manque quelque chose, vous le dites devant lui, on va le consigner. Voilà, pour l'ajouter après. Bon, voilà, merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, on va... Oui, elle est en train de venir. Madame Diallo. Ok, allez-y. Viens ici. Voilà, ça va, tout va bien. Ayo, quand tu finis? Quand tu finis? Ça va? Ibrahim, c'est toi qu'on attend? J'ai vu... Merci, bonjour tout le monde. D'abord, avant de commencer, comme ça a été dit, je tiens quand même au nom du ministre remercier le CRES qui nous a accompagnés dans l'élaboration de ce document, mais surtout le comité technique qui a joué un rôle important tant au niveau de la collecte des informations et même au niveau de l'élaboration. Remercier également les partenaires, l'USAID, surtout Africa Lead, le PAPA, mais aussi le projet ProAct qui nous ont accompagnés encore dans l'appui financier. Donc, ceci étant, je vais effectivement vous faire une synthèse du Programme national d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutrition, PENAZAN. La présentation s'articule autour de 7 points. D'abord, un petit rappel sur les origines et fondements du PENAZAN, la vision du développement agricole déclinée au niveau du programme, les objectifs de développement, les axes stratégiques, les impacts du PENAZAN, le coût et financement du PENAZAN, et enfin le dispositif de gouvernance. Avant tout, je fais un petit rappel sur le processus. D'abord, il faut noter que l'atelier de lancement d'élaboration du PENAZAN s'est fait en 2017 sous la présidence du secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Ensuite, il s'en est suivi une retraite de cadrage stratégique où on a, à partir du comité technique, en se basant de l'aide de politique sectorielle des différents ministères, on a fait ressortir une vision de synthèse, les objectifs, les axes. Ça s'est fait entre le 15 au 19 mai 2017. Il y a eu ensuite la phase de rédaction du draft 0, courant 2017-2018, une série de cliniques de finalisation qui consistait au recensement des projets éligibles, le costing, l'analyse économique et financière courant 2018. Et il y a eu l'atelier de partage et d'amendement par l'équipe pays. Ça s'est organisé le 30 juillet au 2 août. Et puis, il y a une activité importante, le portage politique du document par les hautes autorités, plus particulièrement par les secrétaires généraux. On a effectivement organisé une rencontre de partage et d'amendement. C'était le 29 novembre. Et nous sommes aujourd'hui à l'atelier national de validation. Et puis, dans le cas du possible, en perspective, c'est la table ronde des PTF. Quels sont ceux qui ont participé à l'élaboration du PENAZAN? Donc, pour le gouvernement, vous voyez ici tous les ministères sectoriels,
plus donc il y a les ministères sectoriels, il y a aussi deux structures importantes connexes. Si vous prenez la présidence, vous avez la participation de la délégation générale. Ensuite, à la primature, vous avez la participation de la CLM, de CNSA. Au ministère de l'Agriculture, il y a la DAPSA, la DA, la DPV. Pour les autres ministères, il y a les CEP. Au niveau de l'environnement, on a la DPVE, la DEC. Au ministère des Finances, vous avez l'ANSD, DGGP, ISP, etc., etc. Pour les autres acteurs, nous avons les PTF avec une participation très active de l'USAID et de la FAO. Il y a la société civile avec le groupe Dialogue politique de la société civile. Il y a le secteur privé. Maintenant, il faut noter au niveau des PTF, ce n'est pas les deux acteurs foncièrement seulement, parce qu'il y a eu un partage dans le groupe de sécurité alimentaire du document pour avoir les avis. Il y a pour les appuis techniques, il y avait le hub rural mandaté par la CEDEAO, mais aussi le cabinet CRES qu'on a recruté pour nous accompagner. Pour les appuis financiers, il y a eu, comme je l'ai dit au départ, l'USAID à travers particulièrement deux projets, il y a Africa Lead et le PAPA, et enfin la FAO à travers le projet ProAct. Pour les origines du PDDA, un petit rappel, le PDDA c'est le programme de développement de l'agriculture africaine qui constitue le volet agricole d'INEPAD. C'est également un cadre de référence pour la conception et la mise en œuvre de politiques et stratégies de développement agricole en Afrique. Son objectif, c'est naturellement d'aider les pays africains à atteindre un degré plus élevé de croissance économique grâce à un développement axé sur l'agriculture, pour ainsi contribuer à éradiquer la faim et à réduire la pauvreté. Il faut noter que ce PDDA bénéficie d'une volonté forte des chefs d'État, qui s'est traduit par la déclaration de Malabo, qui est un engagement que les États ont pris de mettre au moins 10% de leur budget dans le secteur agricole pour permettre d'atteindre une croissance agricole de 6%. Ensuite, cette déclaration de Malabo s'est transformée en 2016 en déclaration de Maputo, autant pour moi au départ, c'est transformée en déclaration de Malabo en 2014, qui se décline en 7 engagements, dont le premier engagement, c'est le renouvellement de l'engagement envers les principes et les valeurs du processus du PDDA. Il y a également deuxième engagement, c'est améliorer le financement des investissements dans l'agriculture. Troisième, éliminer la faim en Afrique d'ici 2025. Quatrième, engagement à diminuer la pauvreté de moitié d'ici 2025 à travers la croissance et la transformation agricole inclusive. Cinquième, tripler le commerce intra-africain des produits de base et des services agricoles. Sixième, améliorer la résilience des moyens de subsistance et des systèmes de production face à la variabilité du climat et autres risques associés. Et enfin, le septième engagement, c'est la responsabilité mutuelle envers les actions et les résultats. Ensuite, les pays sont engagés, ont pris d'autres engagements, notamment liés au changement climatique avec l'accord de Paris, COP21. Et c'est pour l'élaboration du document, tous ces engagements ont été pris en compte dans l'élaboration du PNIAZAN. Le champ d'action du PNIAZAN, c'est d'abord l'agriculture, l'élevage, l'environnement, la pêche. Plus maintenant d'autres secteurs connexes tels que la sécurité alimentaire, la nutrition, la protection sociale, le commerce, l'industrie, l'éducation, formation professionnelle, les infrastructures, etc. Quels sont les défis, les enjeux à relever par le PNIAZAN? C'est entre autres 6 enjeux qu'on a à identifier. Il y a d'abord nourrir en quantité et en qualité suffisante une population en croissance rapide et qui s'urbanise de plus en plus. Deuxième enjeu, c'est améliorer la compétitivité des produits
du secteur agro-silvopastoral et halieutique sénégalais et assurer leur accès au marché domestique et international. Ensuite, il y a renforcer la résilience des populations rurales face aux crises d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous avons également promouvoir des systèmes de production durables et résilientes aux différents chocs. Il y a mieux intégrer les femmes et les jeunes dans le développement agricole et enfin améliorer la gouvernance multisectorielle et multipartite du secteur agro-silvopastoral et halieutique. Quelle est la vision? Je répète ici, cette vision est issue d'une synthèse des différentes visions qu'on a eues au niveau des lettres, des documents de politique sectorielle, notamment les lettres de politique sectorielle. Et cette synthèse a permis d'avoir cette vision qui est déclinée au niveau du Peñazan. C'est un développement, un secteur agro-silvopastoral et halieutique, garant d'une sécurité alimentaire et moteur de l'émergence socio-économique durable du pays à l'horizon 2025. Cette vision s'est déclinée en objectif global. L'objectif global, c'est donc contribuer durablement au développement économique du Sénégal, à la réduction de la pauvreté, à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à la nutrition des populations sénégalaises. Cet objectif global s'est décliné en 5 objectifs spécifiques. Dans le premier objectif spécifique, c'est d'accroître le volume de production dans le secteur agro-silvopastoral, de permettre l'accès au marché avec une commercialisation effective des produits agro-silvopastoraux, développer des services agro-silvopastoraux et halieutiques de qualité compétitive, et mettre en place une gouvernance incitative de l'investissement privé dans le secteur agricole et enfin une inclusion des différentes composantes de la population et des différents territoires dans les chaînes de valeur agro-commerciale. Quels sont les axes stratégiques? Nous avons 6 axes stratégiques qu'on a pu décliner. Donc, c'est d'abord l'amélioration et sécurisation de la base productive. Il y a également le développement des chaînes de valeur dans le secteur agro-silvopastoral et halieutique, axé sur la croissance et la formalisation des unités artisanales de transformation et orienté vers la demande nationale, régionale et internationale. Il y a l'amélioration de l'environnement des affaires, de la gouvernance, du financement du secteur agro-silvopastoral et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il y a également la croissance durable de la productivité de la production agro-silvopastorale. Il y a l'amélioration de la sécurité alimentaire, de la situation nutritionnelle, de la résilience, de la protection sociale des ménages, situation de pauvreté et vulnérabilité. Et enfin, le renforcement du capital humain. Là, avec le CRES, le modèle de CRES, on a essayé quand même de mettre en évidence les impacts au cas où on mettrait effectivement en œuvre le Peñazan par rapport à la référence, c'est-à-dire la situation actuelle. Donc, les indicateurs que le CRES a essayé de mettre en évidence, c'est évidemment la croissance annuelle du PIB. Ben, ça, c'est la variation annuelle moyenne entre 2018 et 2022, si on allait commencer la mise en œuvre en 2018. Donc, et ça, vous le voyez en bleu, c'est la situation de référence, et en rouge, c'est la situation de mise en œuvre effective du Peñazan, où est-ce que nous devons être. Ensuite, au niveau de l'autre tableau, vous avez la croissance du PIB agricole par sous-secteur, variation annuelle moyenne, 2018 jusqu'à 2022. Et là aussi, vous l'observez. Le premier tableau, c'est par sous-secteur de l'agriculture. Là, c'est par secteur. Donc, vous avez pour la culture, les cultures, l'élevage, etc. Maintenant, l'autre tableau important, c'est la question de l'emploi. Quel est le nombre d'emplois que la mise en œuvre du Peñazan allait nous permettre d'avoir?
Donc ici, ces données selon au niveau national, au niveau de l'agriculture et l'agro-industrie. Donc vous remarquez, vous voyez un peu que la mise en œuvre du PENAZAN allait permettre quand même d'avoir des avancées dans la création de l'emploi. L'autre indicateur, c'est l'impact lié aux dépenses. Donc, dans le premier tableau, le PIB par habitant, donc vous avez effectivement en bleu, c'est la référence si on continuait à mettre en œuvre sans le PENAZAN. Et là, si on mettait le PENAZAN, ce qu'on devait avoir. De l'autre côté, c'est les dépenses de consommation finale. Et le dernier graphique, on a aussi l'impact des dépenses de consommation alimentaire, variation annuelle. Donc, en bleu, vous avez le scénario de continuité et en rouge, le scénario aussi au cas où on met en œuvre le PENAZAN. Maintenant, le coût de ce programme. Le coût est évalué à 2 465 382 089 francs CFA. C'est ça le coût du programme. Ce tableau nous donne la répartition de ce coût par objectif. Donc, j'avais donné les objectifs au départ. Donc, vous voyez, en termes de pourcentage, vous avez le premier objectif, c'est 42,57%. Ça ne paraît pas bien ici. Tu le vois, tu l'as devant toi. Voilà, ok. Donc, 42,57%. Et le deuxième objectif, 34,08%. Et le troisième, vous êtes à 8,97%, etc., etc. Donc, ça, c'est la répartition par objectif. On aura maintenant la répartition par secteur, par sous-secteur. Donc, si on remarque, je rappelle ici que ce coût-là est issu particulièrement à travers les projets que les différents secteurs ont transmis aux consultants. Parce que cette fois-ci, dans l'élaboration du PENAZAN, on a exigé à ce qu'on ait des projets avec des documents de projet. Lorsqu'un partenaire décide de financer le PENAZAN et qu'on nous demande de lui donner des projets, on sait qu'on a des documents de projet bancables. C'est à travers ces documents, les budgets de ces différents projets et également les projets qui sont dans le PTIP que le consultant a pu ressortir ce budget. Et donc, lorsque vous regardez dans ce budget, l'agriculture production occupe 56,62%, l'élevage 10,15%, la pêche 9,25%, la valorisation des produits agricoles, on est à 5,50%, l'environnement 6,98%, les infrastructures rurales 9,77% et la coordination 1,74%. Donc voilà la répartition par secteur. Ensuite, maintenant, ici, on a essayé de ressortir qui finance quoi dans ce budget. Quelle est la part de chaque acteur dans ce budget au niveau du financement. Donc, ce qu'on a eu à faire, la simulation nous donne donc l'État constate ici que le financement du programme est entièrement dédié à l'État. Et ça recoupe un peu ce que Noïn disait hier lors du panel, que de plus en plus on ira vers un financement interne. Donc l'État avec 60,29% du budget, les bénéficiaires 0,35%, les PTF 4,81% et les 34,50% restants sont à rechercher. Maintenant, là, on a la répartition du budget par région. C'est ce qui est là au niveau du premier dessin. Et l'autre graphique, on a la répartition par zone agroécologique.
C'est ce qu'on a tout à fait à droite. Enfin, là, c'est les organes de pilotage. On sait que pour une mise en œuvre efficace, il faut un bon organe de pilotage. Je rappelle que le premier Peñazan, on avait 2 organes de pilotage. Il y avait le comité de pilotage qui était présidé par la primature et le comité technique qui était présidé par le ministère de l'Agriculture avec comme coordination la DAPSA. Donc, pour cette fois-ci, de commun accord avec tous les autres acteurs, il y a eu des réflexions, on en a discuté. Et lors de l'atelier de partage avec les EG aussi ont donné leurs propositions. Et au sorti de cette rencontre, voilà la configuration des organes de pilotage qu'on a. Il y a d'abord un comité de pilotage qui est présidé par la primature, par M. le Premier ministre. Les membres, c'est tous les ministères sectoriels, plus maintenant le SCNSA, la DGPSE, la PTF, le président du GDSP, le secteur privé. En bas de ce comité, en dessous de ce comité, on a le secrétariat technique de coordination et de suivi, donc, qui est un nouvel organe. Et ça c'est le suivi se fera au niveau des EG, avec comme président le secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Les membres, c'est les autres secrétaires généraux des ministères sectoriels, plus le secrétaire général de la délégation. Il y a le groupe dialogue politique sera présent, le secteur privé et les PTF. Ensuite, il y a une cellule technique de planification et de mise en œuvre. C'est au niveau des techniciens qui est coordonné par la DAPSA. Les membres, c'est tous les 7. Il y a la DPVE au niveau du ministère de l'Environnement. Il y a l'ISPE au niveau du MEF, le SCNSA, le groupe, le GDSP et les PTF. Et enfin, il y a un dispositif régional de coordination et de suivi des projets du Peñazan, présidé par le gouverneur, et puis tous les services régionaux du MAIE, du MEPA, du MED, de la DGPS, CLM, CNSA, groupe dialogue politique. Donc voilà l'organe de pilotage, de pilotage du programme qu'on a proposé et qui a été adopté par, d'abord on a eu entre nous des discussions, ensuite il y a les observations des EG et nous vous proposons la mouture finale. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.